vais faire mon exposé en français. Je pense que Dominique a raison, je devrais le faire en anglais. Je vais repasser devant vous lundi encore et j'ai négocié, si j'ai 2 exposés, d'en faire un peut-être en français. Et puis en plus de temps, je parle beaucoup plus vite en français qu'en anglais et nous sommes déjà très très en retard. Bien, alors je vais commencer. Alors, j'ai ici sur cette, je suis Charles Carvran, je suis directeur de recherche à l'INRIA et responsable de l'équipe Serpico, qui est une équipe commune avec l'INSERM, l'Institut Curie et l'INRIA de Rennes, localisée entre Rennes et Paris. Donc, une équipe interdisciplinaire qui s'intéresse beaucoup à des mécanismes type endocytose et qui a besoin de développer des méthodes d'intelligence artificielle pour résoudre des problématiques difficiles pour la compréhension du vivant. Alors, je vais commencer par une photo d'Alan Turing, parce qu'on a l'habitude souvent d'attribuer des résultats de recherche, et on attribue le prix Turing à des informaticiens généralement. Puis sûrement l'année dernière, il n'y a pas eu Mifobio, mais vous savez que le prix de physique a été attribué à 2 mathématiciens qui sont Hinton et Hopfield pour leurs travaux sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. Et puis le prix de chimie aussi a été attribué à des chercheurs de DeepMind qui ont conçu AlphaFold. Donc on peut en discuter, mais c'est sûrement aussi un virage un peu par rapport à l'attribution de ces prix et surtout la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans la recherche et dans des disciplines auxquelles on ne s'y attend pas toujours. Alors, je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, ce serait trop long. Je ne vais pas vous parler non plus de machine learning, c'est trop long. Je vais faire plutôt un focus sur ce qui a fait justement l'intérêt et qui a surtout eu un impact très important dans la communauté de traitement d'images d'abord, de vision par ordinateur et bien plus en Suisse, c'est l'apprentissage profond qui a été assez important. Alors moi je viens du traitement du signal, donc je fais comme tout le monde, je m'adapte aux évolutions. Les problèmes que vous voyez sous les yeux, vous les connaissez tous. En traitement d'image, en microscopie, on est amené à améliorer la qualité des images, détecter des particules, suivre des particules, estimer du mouvement, recaler les images, faire de la colocalisation. On posait souvent ces problèmes-là comme des problèmes d'estimation, de détection. Avec le temps, maintenant on les pose comme des problèmes de régression, de classification, mais en fait les problèmes restent les mêmes, on les baptise un peu différemment, et c'est même assez surprenant. Parfois les terminologies utilisées sont parfois nouvelles. On parle de segmentation sémantique, de segmentation par instance, ce qu'on appelle à la fois en classification justement et segmentation par région. Donc les termes changent, mais parfois on s'y retrouve plus trop. C'est un peu déroutant, mais bon, comme je disais, on s'adapte. Bien, alors, il y a 2 paradigmes maintenant qui s'opposaient, et moi je préfère dire qu'on essaie de les réconcilier. Il y a l'approche assez classique des statistiques, de traitement du signal, que vous connaissez tous pour les plus anciens, qui reposait souvent sur des hypothèses mathématiques, des hypothèses de fonctionnement. On définissait des algorithmes, vous savez évaluer leur performance, leur convergence. Ils étaient plutôt bon marché, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de données d'entraînement en particulier. Et puis, donc, est apparu ces approches de deep learning, surtout parce que l'apprentissage statistique existe depuis bien longtemps. Hein, la machine learning, ça arrive depuis très longtemps, mais c'est surtout le deep learning qui a fait que ces techniques-là ont permis d'encoder de manière beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus profondément justement les connaissances que l'utilisateur avait sur le problème, puisqu'on a été incapable, nous, modélisateurs, de concevoir souvent des critères permettant de bien segmenter les images typiquement. Néanmoins, elle repose sur une difficulté, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données pour pouvoir essayer de concevoir ces modèles. Alors, ils ont produit des résultats absolument bluffants sur les 10 dernières années. Alors, donc, je dirais en résumé que ces techniques-là ont l'avantage de pouvoir encoder des connaissances très complexes à travers des modèles avec beaucoup de paramètres et nécessitent beaucoup de données d'apprentissage. Alors, bien sûr, après, on a commencé à dire, et si on pouvait se passer des données, ça serait encore mieux. Mais ça a d'abord été le point de départ et ce qui a fait sa grande popularité. Ça a résolu des problèmes, surtout de segmentation d'images, de classification d'images en particulier. Voilà. L'avantage de rester dans un contexte un petit peu plus classique, à savoir, eh bien, vous avez malgré tout, parfois avec les méthodes classiques, un bon contrôle des résultats. Vous pouvez bien interpréter ce que vous voyez, puis je vais essayer de vous expliquer justement à travers mon exposé qu'on peut encore essayer de faire les deux si on essaye de garder cette idée-là en allant malgré tout vers l'apprentissage profond.
Alors, les réseaux de neurones artificiels sont composés de quoi? Alors, c'est difficile d'expliquer l'orchestration générale d'un système de deep learning. Ce qu'on sait faire, par contre, c'est décrire tous les éléments que l'on compose comme un moteur de voiture. J'aime bien utiliser ce terme-là, parce que c'est un peu ça qu'on fait. On sait comment marche un carburateur. Chaque élément a sa fonction. Ce qui est difficile de savoir, c'est comment la synergie opère pour avoir à produire des résultats aussi spectaculaires. Alors, je vais commencer par les exemples, les composants les plus élémentaires. Ça a été très bien présenté tout à l'heure par Eric. Je m'excuse pour ceux qui vont revoir les mêmes diapos qui ont assisté au pré-module. Tout d'abord, donc un réseau de neurones est composé d'unités élémentaires qu'on appelle, par exemple ici le perceptron, en fait, qui est un neurone. Qu'est-ce que fait ce neurone, en fait? À partir de rentrées x1, xm, il calcule une combinaison linéaire avec des poids W1, Wm. Éventuellement, on rajoute un biais également. Et cette sortie Z est soumise à une fonction d'activation, donc elle peut être convertie en 0,1 en fonction du problème posé. L'ensemble de ces petites structures élémentaires sont regroupées au sein d'un réseau de neurones, donc où chaque finalement sortie du neurone sera une entrée à la couche suivante de ce réseau. Ici, vous avez un réseau avec une seule couche cachée. Les couches cachées, en fait, ce sont les couches qui ne sont pas reliées souvent aux entrées ou aux sorties directement. Et tous les paramètres qui vont être décrits ici sont les paramètres du modèle qu'il s'agira d'apprendre à partir de données d'apprentissage. Bien. Donc, l'avantage de cette modélisation par réseau de neurones, je ne parle pas encore de réseau profond, mais de réseau de convolution, les réseaux de neurones ont cette mauvaise habitude d'avoir beaucoup de paramètres. Ce qui veut dire qu'ils peuvent approcher absolument toute fonction qu'on peut leur proposer. Donc, c'est le théorème en fait d'approximation universelle qui dit, quel que soit si vous augmentez le nombre de paramètres à l'infini, vous serez capable d'exactement approcher toutes les données pratiquement sans erreur. Voilà, donc un neurone peut être composé de 4 paramètres et vous avez vite fait 50 paramètres, voire quelques millions de paramètres pour pouvoir approcher votre fonction. Ici, on est en dimension 1, c'est relativement simple, faire une régression sur des points. Donc, ce qui a fait en fait bon, ça finalement c'est assez ancien, hein, puisque jusqu'aux années 2000, les réseaux de neurones ont eu leur phase de succès, puis ça s'est refroidi avec le temps, puis c'est revenu. Mais ce qui a fait vraiment le grand boom, c'est ces réseaux convolutifs qui ont profité en fait de 3 avancées majeures dans les années 2000. Tout d'abord, le fait que vous ayez des capacités de calcul absolument nouvelles apportées par les GPU. 2, c'est finalement la quantité de données qu'on pouvait trouver sur les réseaux d'interaction, les images, les textes, les sons qu'on pouvait maintenant facilement collecter et diffuser et utiliser. Et puis, il y a aussi un nouveau langage de programmation qui est apparu, qui est Python. Bon, ça, c'est finalement sa facilité pour le développement de librairies. Alors, un réseau de convolution, ce qu'on appelle CNN, les réseaux convolutifs, sont composés de la manière suivante. Ils prennent en entrée des images, ils appliquent un certain nombre d'opérations sur lesquelles je vais revenir, par exemple des opérations de convolution, de pooling, et de manière à générer une représentation plus concise des images qui seront ensuite traitées par le réseau, comme le réseau que je vous ai présenté jusqu'avant. Alors, dans ce réseau de convolution, il y a des opérations de convolution. Voilà, telles que vous les connaissez. Si vous avez fait un peu de filtrage, c'est relativement classique. Il s'agit d'appliquer un masque. Si jamais on est dans un contexte de traitement du signal continu, c'est une opération de convolution mathématique. Vous avez à droite ici, hein, le filtre étant représenté ici par G. Et F, c'est l'image d'entrée. Dans un contexte plus digital, en fait, ça revient en fait le masque, le filtre de convolution, c'est un masque. Ici, dans mon cas, c'est des 0 et 1 qui est appliqué sur tous les pixels de l'image et qui finalement calcule une sorte de moyenne pondérée des données d'entrée pour produire en sortie le résultat de cette opération. Donc ça, c'est finalement une opération très simple, linéaire, très sympathique.
Le max pooling, c'est une deuxième opération qui, là, pour le coup, est non linéaire. Et là, déjà, quand on essaie d'étudier des systèmes non linéaires, c'est beaucoup plus difficile. C'est relativement simple, pourtant, comme opération, puisque si jamais vous avez un masque de 2, eh bien, en fait, l'opération de max pooling va consister à sélectionner la valeur maximale dans un carré de 4 observations. L'avantage, c'est que ça va permettre de réduire la dimension, donc de réduire un peu la description des images. Voilà. Donc on va essayer d'avoir une représentation la plus concise possible, et donc cette opération va être très utile. On suppose qu'elle va être capable d'encoder les données. La fonction ensuite d'activation. Alors jusqu'à présent, dans les réseaux classiques, on utilise toujours la fonction sigmoïde, et qui ne marche pas très bien finalement avec les réseaux profonds. C'est pour ça qu'ont été introduites d'autres fonctions, type relu. Et la fonction relu, en fait, a cet avantage qu'elle va permettre de propager les gradients plus profondément dans l'architecture, quand vous allez faire une optimisation de la fonction de coût sur laquelle je vais revenir tout de suite. Donc cette fonction relu, relativement, elle est non linéaire aussi. Elle n'est pas continue, elle a une discontinuité, mais elle va avoir cette propriété de pouvoir plus facilement permettre d'apprendre les paramètres. Alors il y en a d'autres qui ont été introduites. La tangente hyperbolique, c'est beaucoup plus ancien, mais l'Iqi-relu aussi est beaucoup utilisé aujourd'hui pour faire cet apprentissage. Le point important souvent pour l'apprentissage, c'est qu'une fonction objective pour essayer de relier les données d'entraînement, les données annotées aux observations. Alors, désormais, en fait, mon réseau, je vais le noter f de θ. Θ, c'est l'ensemble de tous les poids qui constituent ce réseau. Donc, c'est des millions de paramètres. On est en très, très, très grande dimension. On dispose généralement des données d'entraînement. Ce sont des paires de points xi, yi, i de 1 à n, n étant souvent très, très grand aussi, pour que le réseau marche bien. Mais vous allez voir sur d'autres problèmes, on n'a pas besoin d'avoir n très grand pour apprendre. Pour l'apprentissage sémantique ou par instance un petit peu différent. Et donc, on définit une fonction objective. Donc, cette fonction objective est celle d'établir le lien entre les données annotées, que je note y, et puis les entrées x. Et donc, on va essayer de trouver les paramètres θ de la fonction f qui permettent de minimiser l'erreur entre f de θ xi et dy en sommant sur l'ensemble de toutes les données d'entraînement. Parfois, on rajoute une régularisation sur le paramètre θ, pondéré par un paramètre lambda. C'est le premier paramètre du système. Il faut quand même parfois équilibrer un peu. Pourquoi? Pour éviter du surajustement, pour mieux aussi, faciliter l'apprentissage, guider l'apprentissage vers une solution un peu plus intéressante, un peu plus lisse parfois. Donc on prend souvent une norme L2 sur θ pour optimiser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va partir d'une initialisation, on va prendre parfois plusieurs initialisations, et on va calculer, on va faire une descente de gradient sur cette fonctionnelle qui est non linéaire en général. Qu'est-ce qu'on va prendre comme algorithme? Vous pourrez prendre un algorithme de descente de gradient, mais ça ne va pas marcher super bien, donc on va prendre des algorithmes de descente stochastique, mais qui, de toute façon, à l'arrivée, vont vous conduire vers un minimum local de la fonctionnelle que vous êtes en train de minimiser. Vous pouvez prendre n'importe quel algorithme d'optimisation, vous allez atteindre forcément un minimum local de la fonctionnelle. Il a sauté mon écran. Voilà. Un local minimal de la fonctionnelle. Alors c'est un petit peu, mon dessin est un petit peu gentil à droite là-bas, parce qu'on a l'impression que c'est convexe, la fonction va tomber sur le minimum global. Mais non, vous allez tomber par chance sur un bon minimum local. Par chance. C'est presque une chance d'avoir quelque chose qui marche en fait. En pratique, comment on fait? Ah bien, en fait, on va propager, je dis plus facilement en anglais, propager le gradient dans les différentes couches du réseau. Malheureusement, donc on utilise une règle de chaînage qui est mise ici, qui consiste à calculer les dérivées par rapport à la fonction en 3 étapes généralement. La difficulté, c'est que ces gradients sont de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on descend en profondeur. Donc, si vous prenez des réseaux trop profonds, en fait, le gradient devient nul et finalement, vous n'arrivez plus à atteindre le minimum. Donc, c'est pour ça qu'on utilise par exemple une fonction de relu qui est plus efficace. Et puis, donc, vous allez atteindre un minimum global, un minimum local, pardon, qui sera
qui sera intéressant et qui fonctionne plutôt bien avec des algorithmes adaptés. Alors l'algorithme assez connu, c'est par exemple l'algorithme Adam qui a fait ça très très bien, qui a été très populaire pour résoudre ce problème-là. Donc ça fonctionne comme ça, c'est des descentes de gradient. Dans ce contexte-là, en fait, on pourrait optimiser jusqu'à l'infini, jusqu'à approcher au maximum les données, parce qu'en vertu du théorème d'approximation, on est censé à terme de pouvoir bien approcher toutes les données d'entraînement. Mais bien sûr, il se passe un phénomène un peu indésirable, c'est que vous allez surajuster justement sur les données d'entraînement, et donc votre modèle ne sera plus suffisamment général pour s'adapter sur des données que vous n'avez jamais vues. Donc on est confronté avec ce qu'on appelle un compromis entre l'overfitting et l'underfitting. L'overfitting, vous ajustez trop, et l'underfitting, vous êtes justement, vous ajustez pas suffisamment bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une base d'entraînement et une base de validation. Et la base de validation, en fait, ne sert pas pour l'apprentissage. Elle sert simplement à contrôler comment évolue l'apprentissage au cours des époques. Le terme époque, je vais revenir dessus tout de suite. Et donc, vous voyez ici, au niveau de la flèche, il existe un point où, en fait, la courbe de validation va remonter, tandis que la courbe d'apprentissage va diminuer. Et il faut être pas trop loin, justement. Et à ce moment-là, vous avez un apprentissage à peu près correct, à savoir vous équilibrez à peu près la performance sur la base d'apprentissage et sur la base de validation. Donc, il faut être capable de détecter ce moment au moment de l'apprentissage, ce qui n'est pas toujours évident. Comment éviter l'overfitting? Il y a plusieurs techniques. Une technique stochastique. Alors, tout à l'heure, on a parlé de molécules stochastiques aussi. Ben là, on fait pareil avec des réseaux. On va allumer de manière stochastique certains neurones, on va les éteindre pour essayer d'éviter cet overfitting. Donc ça, c'était démontré que ça fonctionnait plutôt bien en pratique. Donc stochastiquement, avec une certaine probabilité P, on va décider de mettre à zéro certains neurones et on va régulièrement minimiser cette fonction de coût et on va à peu près contrôler cet overfitting. Là, je donne quelques définitions supplémentaires pour quand même dire que dans ce fameux moteur, dans cet engin, il y a beaucoup d'éléments quand on ne parle pas trop. Tout d'abord, parfois on parle de batch. D'accord. Les batchs, en fait, c'est un sous-ensemble des données d'apprentissage. L'ensemble de tous ces batchs faisant l'ensemble de tous les apprentissages. Et une époque, en fait, consiste en fait à utiliser un batch, visiter toutes les données via des batchs d'une certaine taille. Donc parfois vous avez un paramètre qui est la taille du batch. Ici, par exemple, l'exemple que j'ai pris, vous avez des tailles 5, vous avez 100 échantillons, et donc vous avez 20 batchs. Et donc quand vous avez fait une époque, vous avez parcouru toutes les données d'entraînement. Donc ça, c'est une époque, et les époques, c'est souvent les itérations qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a parfois des normalisations sur les batchs, entre les layers. Donc parfois, ça revient à faire une standardisation des données à chaque étape. C'est parfois désirable, parfois il ne faut pas le faire, parfois on le fait, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis vous avez ce qu'on appelle le Learning Range Scheduling, donc en fait une sorte de patte de descente de gradient qui va être en fait celui-là enfin du moins on peut décider de le fixer, mais il arrive à s'adapter en fonction des époques avec une certaine règle, un petit peu comme ça se fait en analyse numérique. Donc finalement, pour ces réseaux de convolution, on définit plusieurs paramètres. Il y a la taille du batch, le nombre d'époques, la règle de taux d'apprentissage, le paramètre de régularisation et quelques autres paramètres encore. Donc contrairement à ce que vous pensez, il y a quand même des paramètres. Et dans les algorithmes un petit peu old school qu'on connaît tous, il y avait aussi des paramètres. C'était assez gênant. D'ailleurs, on n'a pas réussi à les automatiser. C'est l'échec un petit peu de ma communauté. Et donc du coup... mais sachez quand même, dans ces outils-là aussi, il y a des paramètres et on ne sait pas toujours comment les régler non plus. Et je terminerai en fait par le best-seller, qui est le réseau UNet, que vous utilisez certains d'entre vous pour faire de la segmentation d'images, qui a eu beaucoup de succès et qui utilise aussi une propriété très intéressante qu'on connaît bien en traitement d'image, c'est la résolution. On fait de subsampling et de upsampling, c'est-à-dire qu'on réduit la taille des images et on augmente la taille des images. Donc en fait, vous avez des opérations de convolution à différents niveaux, du max pooling. On finit sur finalement un feature en dimension 1 et on va remonter la résolution pour pouvoir produire des résultats de segmentation absolument spectaculaires qu'on n'a jamais pu obtenir avec des méthodes traditionnelles jusque-là.
Et donc, c'est plutôt un bon succès. La méthode que l'outil NNUnet, peut-être que certains connaissent pour faire la segmentation, étant un petit peu l'aboutissement en fait du résultat de cette technologie-là, qui commence à être un peu supplantée par les techniques de type transformer. Par exemple, certains connaissent SAM, mais c'est pas très très grave. Je pense que même malgré tout, on n'a pas fini d'utiliser ces réseaux UNET. Bien. Alors, je pourrais m'arrêter là et puis on pourrait aller prendre un café et écouter les séminaires suivants. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous parler de deux petites choses intéressantes parce qu'on croit qu'on a à peu près tout compris sur les réseaux de convolution et on est en train déjà de passer sur les transformers, mais je vais vous attirer votre attention sur quelques points un peu difficiles qu'on a pu observer sur ces réseaux de convolution. Et pour ça, on va jouer avec mon bac à sable préféré, qui est le débruitage d'images. Pourquoi le débruitage d'images? Parce que finalement, c'est le problème inverse le plus simple à résoudre. Il s'agit d'enlever le bruit sur une image corrompue, généralement par un bruit blanc. C'est un problème qui date des années 40, donc près de une centaine d'années, et malgré tout, on n'a pas encore tout à fait bien compris, mais au moins, on sait qu'à chaque pixel de l'image, vous observez une variable inconnue et qui est corrompue par un modèle statistique assez bien établi. Alors, je vais vous parler d'abord je vous ai parlé d'apprentissage non supervisé, enfin supervisé, pardon, c'est une base d'apprentissage et vous apprenez. Mais il existe aussi une catégorie de méthodes qu'on appelle des méthodes auto-supervisées ou non supervisées. Là, vous avez l'exemple le plus simple qui soit. Vous avez une image en entrée, il n'y a pas de base d'apprentissage, il y a un batch, c'est une seule époque. Et puis, vous allez essayer de résoudre avec un UNet un problème de débruitage. Vous soumettez à cette image une image bruitée, que je note Y. Et puis, vous dites, demandez au réseau de trouver les paramètres qui vont essayer de débruiter cette image en lui donnant en entrée un bruit uniforme, Z, que je notais en haut. Donc en fait, le réseau va essayer de résoudre, la fonction de coût va essayer d'approcher avec le paramètre θ, minimiser une fonction de coût qui dépend de l'entrée Z qui est un bruit et qui va s'approcher au mieux de l'image bruitée. Donc la solution, c'est qu'à la fin, en vertu toujours du même théorème, il va trouver l'image bruitée. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, on va faire des descentes de gradient, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est simple, ça se fait peut-être très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la trajectoire que va prendre l'apprentissage. C'est pas si simple que ça, toujours, de pouvoir visualiser une trajectoire d'apprentissage. Et là, vous allez avoir une petite idée de ce qui se passe. En fait, on sait que la solution finale, c'est que le modèle va se rapprocher de Y et qu'on part à T0 d'un bruit uniforme. Et au cours de la trajectoire, quand les paramètres sont mis à jour régulièrement, petit à petit, on est en très très grande dimension, hein, mais malgré tout, coup de chance, je dis coup de chance, et l'image qui va être débruitée va être très très proche de la vérité terrain. Elle va se rapprocher vraiment de l'image sans bruit telle que vous l'attendez. D'accord. C'est un coup de chance parce que si vous ne prenez pas un UNet, vous prenez un réseau, une f de θ, ça ne marche pas. Donc le UNet, par construction, vous a approché par hasard de la bonne solution. Et si vous aviez pris un réseau sans cette technique de U, eh bien, je ne présenterai même pas ça, et cet algorithme-là a eu un succès phénoménal. Mais c'est un coup de chance, encore. C'est un coup de chance parce qu'on a minimisé une fonction de coût, on ne tombe que sur des minima locaux. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez étranges. Bon, revenons maintenant un peu sur des choses un peu plus classiques. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'apprentissage supervisé. Donc là, dans ces cas-là, on va essayer de chercher la fonction f de θ. On a notre paire d'entraînement qui sont en fait des images sans bruit. Donc ça, c'est assez facile, contrairement à la segmentation d'images. On peut avoir des images parfaitement nickel et on rajoute du bruit artificiellement dessus pour essayer d'apprendre un modèle à débruiter. On va minimiser une fonction de coût qui est assez simple ici, c'est l'erreur quadratique moyenne entre fθ de xi et de yi, et on va sommer sur l'ensemble de toutes les données d'apprentissage. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux parce qu'on a beaucoup de pixels dans chacune des images. Alors certains d'entre vous connaissent très très bien la méthode DCT. La méthode DCT, c'est basée sur le principe de Fourier. Ça consiste, c'est un débruiteur qui a une quarantaine d'années maintenant. C'est une base de Fourier en cosinus ici, donc vous voyez à peu près la représentation que peut classique, avec les basses fréquences en haut à gauche et les hautes fréquences en bas à droite, horizontales et verticales si vous le déplacez selon les lignes et les colonnes. Voilà, donc ça c'est une méthode assez classique. Et en fait, on a pu montrer qu'on peut réécrire une opération de ce type-là comme un réseau de convolution particulier, à deux couches, peu profond.
Ce qui nous permet, dans ces cas-là, de dire mais si jamais la base d'apprentissage que j'ai, la base de DCT est une base de Fourier qui est fixe et ne dépend pas du tout du signal. D'accord ? Elle dépend que des fréquences qui sont déjà bien établies. Mais en fait, si on peut écrire ça comme un réseau à 2 couches qui n'est pas très profond, est-ce qu'on va pouvoir produire quelque chose d'intéressant ? En fait, là, c'est une façon de vous présenter les choses. Vous êtes en train de visualiser le résultat d'un apprentissage en minimisant la fonction de coût. À droite, vous avez le résultat de l'optimisation. Et au centre, j'ai remis la fonction de DCT. Qu'est-ce qui a changé, en fait? C'est qu'on a alimenté le réseau avec des données d'apprentissage qui étaient une cinquantaine d'images ou une centaine d'images particulières dans une certaine classe. Et on essaie de visualiser quelle est la base qui a été apprise par un réseau qu'on peut comparer à une base DCT. Voilà. Donc, si vous avez une autre illustration de ce qu'a appris le réseau, donc c'est tous les poids du réseau qui sont à droite. Donc, c'est pas si classique que ça de le voir. Donc, ça veut dire que si jamais vous changez de base d'apprentissage, ben, vous allez obtenir une base différente, propre à la base d'entraînement. D'accord ? Donc, si vous travaillez sur des images de microscopie, vous aurez une base adaptée à la microscopie. Mais si vous focalisez sur des objets particuliers en microscopie, des spots ou des filaments d'actine, vous allez obtenir une base qui est adaptée. Et finalement, ce que vous avez ici, c'est ce que j'ai mis en haut à droite. Vous avez une base qui se trouve à mi-chemin entre ce que vous feriez autrefois avec des transformés de Fourier et ce que vous faisiez aussi très très bien avec une analyse en composantes principales, puisque vous feriez quoi? Vous calculez la matrice de covariance et calculer les vecteurs propres de valeurs propres de vos données d'apprentissage. Et donc le réseau, là, est finalement, quelque part, l'interprétation que vous lui donnez, il se positionne à mi-chemin entre les deux, il dépend des données, mais en même temps, si jamais vous donnez des signaux stationnaires en entrée de votre apprentissage, vous allez converger vers une base DCT, pure, tout simplement. Alors, est-ce que ça donne de bons résultats? Oui et non. Le résultat de la méthode DCT que je vous présente, DCT2Net que je vous présente, elle est au centre, donc elle est capable d'améliorer la qualité de l'image à gauche qui n'est pas de très haute gamme, effectivement. Et puis, je l'ai mis en comparaison avec un réseau qui est probablement le meilleur débriteur au monde, puisqu'en fait, il est composé de, je sais pas, il a été appris sur quelques millions d'images, avec quelques centaines de millions de paramètres, avec des couches de CNN et des couches de transformers. Donc on est carrément sur les trucs les plus époustouflants. Mais ce que vous pouvez voir, et j'attire votre attention, c'est que vous voyez parfois que le réseau est capable de bien prédire, bien mieux que DCT2Net, mais parfois aussi il hallucine. C'est-à-dire qu'il fait disparaître de l'information et fait apparaître de l'information là où vous ne l'attendez pas. Et ce qui est ça qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi il le fait ici ou là, alors que le signal que vous le regardez, eh bien vous ne voyez pas de grande différence. Donc ça, c'est une petite précaution. Ces réseaux sont capables aussi de vous bluffer, mais sans un expert, l'expert doit être capable de pouvoir détecter où sont. Alors si je le dis pour le débruitage, ça se voit, mais c'est pareil pour la segmentation et la classification. C'est pas bien. Dernier petit élément nouveau aussi dont on s'est rendu compte. Ces réseaux, ils sont sensibles, malgré tout, même si aussi performants soient-ils, à une propriété que ont tous les opérateurs de traitement d'image classiques. Vous prenez votre image, habituellement, en fait, vous la normalisez entre 0 et 1, vous la débruitez, puis vous la remettez à nouveau dans la gamme d'intensité initiale que vous avez. Bon, ça, c'est le principe classique. Le réseau, qu'est-ce qu'il demande? Généralement, c'est que l'image soit entre 0 et 1. D'accord? Donc, vous prenez votre image, vous soustraitez la valeur minimum, et puis vous la normalisez par rapport au max moins le min de l'intensité, et puis vous débruitez l'image. Ben, il s'avère que si jamais vous multipliez cette transformation-là par comment dire, un écart B-A, B étant une valeur entre 0 et 1, hein, et vous rajoutez A, ce qui revient en fait à appliquer une transformée linéaire lambda Y plus mu, c'est-à-dire que vous appliquez à chaque pixel l'intensité de l'image, vous multipliez par lambda, qui est une constante, et vous rajoutez un offset. Ben, il s'avère que vous avez des résultats surprenants, c'est-à-dire que le PSNR que vous pouvez calculer parce que vous avez les vérités terrain va être bon si vous restez dans la gamme initiale, mais il peut même s'améliorer si vous trouvez les bons paramètres B et A. Donc vous allez même augmenter le PSNR. C'est pas normal.
C'est pas normal, surtout qu'en pratique, vous n'avez pas la vérité terrain, donc vous ne savez pas comment choisir A et B pour avoir ce résultat-là. Donc ça, c'est pas normal. Voire même, on s'est rendu compte que lorsque vous appliquez un réseau de type UNet comme CARE, par exemple, sur des images, vous débruitez, eh bien, vous modifiez la moyenne ou le médian de votre distribution d'intensité. C'est-à-dire que vous allez faire baisser votre lumière, augmenter votre lumière. Donc, si vous êtes en train de faire de l'analyse comparative, quantitative, donc vous voulez mesurer la fluorescence qu'il y a après votre débruiteur, eh bien, celle-ci est altérée. Ce qui peut poser un problème d'interprétation lorsque vous vous intéressez à l'expression des protéines. D'accord. Et donc ça, c'est pas normal, alors qu'en fait, jusqu'à présent, on ne s'en préoccupe pas avec les méthodes de traitement d'image classiques. Alors quel remède? Alors vous avez deux remèdes. La remède brutale, qui consiste à dire je ne veux pas avoir le problème, donc je fais l'augmentation de données. Donc ça permet d'introduire cette notion-là. L'augmentation de données consiste en fait de manière artificielle, à partir de vos données d'apprentissage, d'augmenter d'un facteur 5, d'un facteur 10 la quantité de données en leur appliquant des opérations géométriques, photométriques, en rajoutant du bruit, du flou, enfin bref, et essayer de couvrir l'ensemble des possibles de ces données d'apprentissage de manière à prendre un bon modèle. Ça, c'est la méthode un peu brutale. Ça prend beaucoup de place, c'est pas très écologique par ailleurs. La deuxième approche, c'est avoir une approche dite un peu mathématique, et consiste à dire on va essayer de transporter la distribution des données vers un autre domaine cible. Donc là, en fait, il faut construire des fonctions de loss, des fonctions de coût qui dépendent d'une distance entre distributions, avec des problèmes d'optimisation assez difficiles. Voilà. Et puis en fait, maintenant, si vous revenez à des questions un peu plus mathématiques, la propriété, en fait, que vous souhaiteriez, c'est que si jamais vous l'opérateur de débruitage, donc un réseau F ici, si vous appliquez à lambda à tous les pixels de l'image et ensuite vous appliquez votre débruiteur, vous aimeriez que ça donne la même chose que si vous débruitez votre image avec un réseau, vous multipliez tout par lambda. Ce qui s'appelle la probabilité d'équivariance en échelle. Si vous ajoutez un offset, c'est une équivalence en décalage. Et si vous voulez avoir les deux, c'est ce qu'on appelle l'équivariance à la normalisation. Et en fait, tout opérateur de traitement d'image a cette propriété-là en général. Et en fait, on s'en préoccupe jamais parce que c'est implicite. Et en fait, on peut arriver à avoir des réseaux qui ont cette propriété-là, mais malheureusement, il faut se débarrasser d'un certain nombre de prérequis que je viens d'expliquer au début, à savoir que les bâches de normalisation, il faut surtout les enlever. Par ailleurs, il faut que votre convolation soit affine, c'est-à-dire que quand vous faites l'optimisation de vos paramètres, le noyau de convolution ne garantit pas que la somme des coefficients vaut 1. Et donc, il faut lui imposer que la somme des coefficients vaut 1. Et par ailleurs, la fonction relue et toutes les fonctions d'activation, il faut les supprimer. Il faut la remplacer par une nouvelle fonction de tri non linéaire qui va vous permettre mathématiquement de garantir ceci. Ce qui fait que, avec ces réseaux corrigés, vous allez pouvoir faire de la quantification de manière un peu plus fiable que celle que si vous auriez appliqué des réseaux CNN. Ce que je dis, ça marche aussi pour les transformers, c'est-à-dire qu'en fait, les transformers ne sont pas équivariants non plus. Ils n'ont pas ces propriétés-là. Alors, pour beaucoup des problèmes de segmentation, c'est pas très grave, parce que quand vous avez une image de haute qualité, vous la segmentez, quel que soit le niveau d'intensité, c'est pas grave. Mais quand vous faites de la quantification de fluorescence, je pense qu'ici, la communauté est à peu près soucieuse de ce point, eh bien c'est important de veiller à vérifier que cette propriété est garantie. Voilà, j'ai terminé presque mon exposé. Je vais quelques messages pour pas oublier. Donc les réseaux supervisés sont extrêmement performants et résout des problèmes extrêmement convaincants. Lundi, je vous présenterai des choses en segmentation d'images et résolvent beaucoup de problèmes inverses. Ils sont tous basés sur des opérations assez connues en traitement d'image, donc se former au traitement d'image, c'est important. Bon, mais par contre, l'orchestration n'est pas toujours bien comprise encore. On passe déjà à une nouvelle technologie qui sont les transformers sans avoir tout à fait bien compris comment marchent les CNN. Voilà. Et ils peuvent conduire à des mauvaises interprétations si on ne prend pas certaines mesures. Par contre, la communauté d'IA bascule beaucoup maintenant sur les méthodes auto-supervisées ou non supervisées. Je peux vous garantir que pour le problème du débruitage d'image, les méthodes traditionnelles fonctionnent beaucoup mieux. Ce n'est pas parce que vous avez un réseau que vous avez de meilleurs résultats. Vous avez un tableau ici qui chiffre un peu les PSNR obtenus. La meilleure méthode, les noise-to-noise, noise-to-voice que vous avez peut-être entendu parler, se situe ici. Ça, c'est la meilleure méthode. Tous les noise-to-voice sont à gauche ici. Les méthodes traditionnelles sont là. Elles sont beaucoup plus rapides et encore plus puissantes. Bonjour, oui.
Merci beaucoup pour cette présentation. Pour quelqu'un comme moi qui a que des notions vraiment dans ce domaine-là, comment vraiment faire un choix pour la segmentation, par exemple, entre les transformers et entre les réseaux, les CNN, je dirais entre SAM et UNET en fait. Comment faire le choix en amont? J'ai pas la réponse à la question, je vais être honnête. Généralement, ça dépend de la quantité de données que vous avez. Parce que les réseaux transformeurs, en général, ont besoin de beaucoup plus de données à noter. Donc ça, c'est un point important. Je mentionne ici que les méthodes classiques vous permettent aussi de générer des données à noter en masse, moyennant une petite curation des données, vous auriez de bonnes données. Donc il faut savoir utiliser les méthodes aussi. Donc moi, ce que je recommande, quelle que soit l'architecture que vous prenez, voilà. Alors vous pouvez prendre SAM maintenant qui est très un best-seller. Alors UNet c'était un autre best-seller. Vous pouvez essayer les deux. Alors, je veux dire que SAM segmente à peu près tout et peut-être à peu près rien de bien en moyenne. Il fait en moyenne, mais c'est un bon point de départ dans la vie quand même. Comme le UNet est un bon point de départ dans la vie. Je rajouterais qu'il y a énormément de thèses en segmentation d'images, dans vos laboratoires peut-être, voire même en IA. Ça veut dire que donc le problème n'est pas si clair que ça. Et donc c'est pas si simple que ça de choisir la bonne approche. Donc ça dépend un peu de la qualité de vos données, la quantité de données que vous avez, de l'expertise du problème que vous avez, pour pouvoir choisir quelle architecture vous allez utiliser. Donc NNUNet justement, c'est une, je dirais, j'ai aucun, j'ai pas conflit d'intérêt là-dessus. C'est un peu quelque part un outil qui a été développé qui vous permet de faire beaucoup de choses dans la vie. Puis maintenant, j'ai pas assez de recul sur les transformeurs et SAM pour pouvoir dire si ça fonctionne mieux. Apparemment, ça fonctionne mieux, mais après, c'est le diable est dans les détails. On est très content pendant une semaine avec. Et après, on dit oui, mais voilà. Bon, il y a des gens qui ont peut-être une expérience à partager pour que ceux qui ont fait ces tests-là. Moi, j'ai pas fait, mais bon.